Bonjour, bienvenue à ce module sur les notions de base sur les amplificateurs linéaires. On va passer en revue aujourd'hui les conventions notation de signaux, les notations sur les amplificateurs linéaires, les différents formats avec lesquels on va présenter les signaux. Et ces conventions vont être utilisées et exploitées pendant toute la durée du cours jusqu'à la fin du trimestre. Donc, ce module peut servir de référence. C'est pas, l'idée, c'est pas que vous tentiez de mémoriser tout et que ce soit vu une fois pour toutes, mais que ce module, vous puissiez y revenir pour fin de référence dans des moments futurs. Donc, on va aussi parler des types d'amplificateurs. On va définir la notion de gain. On va regarder les limites, certaines des limites des modèles. On va discuter comment mesurer les résistances, entrée et sortie. Et encore une fois, ces méthodes vont être applicables pendant toute la durée du trimestre. Donc, dans les conventions, ça c'est vraiment très important. Ça va revenir toujours en subliminal pendant toute la durée du cours. Donc, il y a des conventions qu'on utilise en électronique pour définir les signaux. Donc, un même signal, un point dans un circuit, peut être exprimé comme, euh, par exemple, ici, grand U grand X, petit X ou petit U grand X. Et dans les trois cas de figure, ça va représenter le ça. Donc, ce cas de figure, dans ce cas-là, on va parler du total, du global. Donc, petit U grand X, si on parle du signal U, c'est le total qui va représenter le, la portion continue du signal auquel va s'ajouter la portion signal à proprement parler. Et vous allez voir, ça va revenir dans le cours, on va souvent, en fait, on va très souvent séparer l'analyse en signal de l'analyse en point d'opération qui vont requérir deux analyses complémentaires. Donc, le travail dans ce cours porte beaucoup sur l'analyse d'amplificateurs linéaires, donc pour lesquels il y a des signaux d'entrée, il y a des signaux de sortie, et il y a souvent donc une polarisation auquel se superposent des signaux d'entrée et une polarisation auquel se superposent des signaux de sortie. Bien sûr, un amplificateur comme celui-là doit absolument être alimenté pour fonctionner. Un des problèmes élémentaires classiques quand on est au laboratoire et que ça ne fonctionne pas, ben, est-ce que j'ai bien branché le bloc d'alimentation? Est-ce qu'il est bien, est-ce que le bloc est bien allumé? Sans alimentation, les circuits qu'on va développer dans le cadre de ce cours ne fonctionnent pas. Donc, ça va prendre une alimentation, bien sûr. Donc, un concept que vous connaissez déjà pour l'avoir vu dans d'autres cours, c'est la notion de fonction de transfert. Donc, une fonction de transfert qui typiquement est définie dans le domaine des fréquences et qui va multiplier un signal d'entrée pour nous donner un signal de sortie. Et euh, on va revenir beaucoup plus tard dans le cadre du cours, mais on va parler de bande passante. La fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute. Donc, à l'intérieur de ces deux fréquences-là, on va parler de la réponse à mi-bande et généralement, et le plus souvent, peut-être pour 2 tiers du trimestre, on va faire un peu abstraction de la réponse en fréquence. On va analyser le circuit souvent dans ce qu'on appelle à mi-bande. Donc, quand on a dépassé le mode de polarisation et puis qu'on est encore à une fréquence suffisamment faible pour que les temps de réponse des composants ne viennent pas nous nuire. Donc, c'est un peu le gain à mi-bande qui va nous intéresser beaucoup dans le cours. Donc, un amplificateur est toujours sujet à une impédance d'entrée. Donc, on va avoir une impédance d'entrée, une impédance de sortie, et l'impédance peut être définie donc comme une résistance plus une composante réactive, la réactance. Et euh, on va très souvent simplifier le tout en regardant seulement la résistance
et c'est généralement suffisant d'analyser la résistance quand on se place à mi-bande. Mais au sens large, cette résistance s'ajoute à des composantes réactives qui vont nous donner l'impédance. Et donc, il y a une impédance à l'entrée et il y a une impédance à la sortie. Donc, si on regarde les types d'amplificateurs qu'on va rencontrer, on va rencontrer des amplificateurs, on va les définir en fonction des types de signaux. Donc, soit une tension, soit un courant. Et on va regarder, on va utiliser le modèle de quadripôle, donc qui est un modèle simplifié. Comme tous les modèles ont généralement des limites. Donc, un modèle simplifié d'un quadripôle, le modèle, il est dans les modèles qu'on va prendre dans le cours unilatéral, c'est-à-dire qu'il ne tient pas en compte la possibilité qu'il y ait un retour de la sortie vers l'entrée. Et pourtant, c'est une possibilité réelle. Donc, dans certains cas de figure, le modèle va être imprécis et inexact, mais la très grande majorité du temps, c'est un modèle qui va refléter assez fidèlement la réalité et c'est ce sur quoi on va se concentrer. Donc, parmi les différents types d'amplificateurs qu'on va rencontrer, il y a donc cet amplificateur de tension pour lequel on va avoir une source à l'entrée qui va avoir son impédance de sortie, puis on va avoir donc l'impédance d'entrée de notre amplificateur et la portion que notre amplificateur va amplifier, c'est ce qu'il obtient ici à l'entrée, à son entrée directement. Et bien sûr, le diviseur résistif qui est entre les deux, donc Rin sur Rin plus Rsig, qui est représenté dans ce premier terme ici, va venir atténuer ce qu'on va récolter en sortie. Ensuite, notre amplificateur, qui est généralement décrit par son gain AV, donc va nous donner un signal amplifié, et ce signal amplifié va être envoyé dans une charge, mais comme l'amplificateur a lui-même une impédance de sortie, bien, on va s'attendre à ce qu'il y ait une atténuation. Et ça, ce concept-là est générique. Ça va revenir systématiquement dans essentiellement tous les circuits qu'on va analyser. Donc, ça, c'est l'amplificateur de tension qui prend une tension et qui produit une tension. Donc, parmi les autres types d'amplificateurs, on peut définir un amplificateur de courant dans lequel il y a un courant d'entrée et pour lequel on va prendre un courant de sortie. Notez que d'une planche à l'autre, dans celle-ci, on a adopté un modèle dit Norton équivalent. Donc, c'est un modèle de type Norton avec la source de courant et l'impédance de sortie de la source de courant qui est en parallèle. Et dans un monde idéal, une source de courant a une impédance infinie et on reçoit tout le courant produit par la source. Par contre, dans le cas d'un amplificateur de tension, ben, une source de tension idéale aurait une résistance de sortie de 0. Et ceci, ce serait un modèle, donc un modèle de type Thevenin équivalent avec une tension qui passe par une résistance. On a maintenant deux autres types d'amplificateurs en mélangeant la portion tension à l'entrée, courant en sortie et courant à l'entrée, tension en sortie. Ça va nous donner un amplificateur de transconductance et ou un amplificateur de transrésistance. Vous allez voir que, en fait, les variantes les plus courantes et les plus... En fait, le transrésistance est celui qui est probablement le moins souvent utilisé, mais il est là pour un peu compléter la quadrature du cercle dans les quatre modèles possibles, tension, courant à l'entrée, tension, courant en sortie, qui vous donne quatre cas de figure possibles. Donc, euh, quand on va définir le gain. Parfois, souvent, si on ne fait pas attention, la définition de la notion du gain va être ambiguë. Euh, Dans les gains, donc le gain, on peut définir un gain en circuit ouvert, cependant, dans un système complet, il va y avoir une atténuation en entrée, une atténuation en sortie, qui va être fonction des différentes impédances d'entrée et de sortie. Donc,
L'ambiguïté vient du fait qu'il faut être précisé assez clairement à quel point on mesure le gain. Donc, quand il y a une source qui n'est pas idéale et une charge avec une impédance de sortie qui n'est pas idéale, donc il faut bien clairement définir où on veut mesurer le gain dans un amplificateur. Donc, quand on a parlé des limites du modèle quadripolaire, donc une des limites, c'est qu'on prend pour acquis que l'impédance d'entrée est indépendante de la charge. Cependant, dans certaines configurations, la charge qu'on met sur le montage va venir changer l'impédance apparente à l'entrée. Donc, essentiellement, c'est un peu comme s'il faudrait itérer dans le processus de modélisation pour capturer correctement et précisément le gain. Généralement, c'est quelque chose qu'on va négliger, mais ce n'est pas toujours négligeable. Et j'ai mentionné aussi l'autre limite du modèle, c'est que dans ce modèle, le signal va de l'entrée vers la sortie. Et en principe, il n'y a pas de retour. Cependant, il y a des configurations où ce n'est pas vrai. Donc, dans ce qui se passe ici aux quelques prochaines planches, ce sont des recettes qu'on vous donne, des manières de calculer ou mesurer une résistance d'entrée ou une résistance de sortie. Je vais vous laisser lire à votre rythme et en détail ces définitions très spécifiques et claires, mais en gros, pour le calcul d'une résistance d'entrée, on doit appliquer une source de tension idéale à l'entrée, faire le rapport entre les courants fournis par la source et lorsque l'amplificateur alimente une charge en sortie, on doit la laisser en place. Par contre, si l'amplificateur relié n'est pas relié à une charge en sortie, on doit provoquer le cas idéal. Donc, quand on calcule la résistance de sortie, la technique pour obtenir la résistance de sortie, une technique, la technique généralement employée, c'est de retirer la charge et appliquer une source de tension idéale à la sortie en remplaçant la source à l'entrée par son équivalent passif. Donc, par exemple, si c'est une source de tension, ce serait un court-circuit. Et donc, on peut faire l'analyse du circuit dans cette configuration et voir combien une source impliquée en sortie injecterait dans le nœud de sortie de l'amplificateur. Ce serait donc une façon de déterminer l'impédance de sortie. Donc, si on fait la synthèse, pour le calcul des résistances d'entrée, il faut identifier le type d'amplificateur, identifier la charge entrée et sortie, et dépendant du cas qui nous intéresse, placer une source de tension alternative idéale à l'entrée de l'amplificateur et évaluer le rapport entre le tension et le courant qui va nous donner une impédance d'entrée. Pour la résistance de sortie, il faut identifier encore une fois le type d'amplificateur, étudier tension, courant, transconductance, transrésistance. Il faut identifier la source de tension à l'entrée. Si elle est idéale, il faut la remplacer par son équivalent passif. Donc, par exemple, une source de tension serait remplacée par un court-circuit et la résistance de sortie de la source serait laissée en place. On retire la charge en sortie pour faire cette analyse. Pour donc la mesure de la résistance d'entrée, il y a beaucoup de mots dans cette planche. Je vais vous laisser la lire à votre rythme sur le matériel qui est sur le cours, mais le calcul théorique implique que l'on dispose d'une source de tension idéale. Et là, remarquez, on ne parle plus ici de calcul, mais de mesure. Donc, dans le cas de figure où on veut mesurer, ça suppose qu'il y a une source de tension idéale à l'entrée, mais les sources de tension idéales ça n'existe pas. Les sources de tension que l'on a au laboratoire, elles ont toutes une impédance euh, de sortie, donc il faut en tenir compte dans l'analyse. Donc, aussi, il y a une notion intéressante ou nouvelle qui est apportée dans cette planche-là, c'est la notion d'un court-circuit alternatif. Quand on va faire une analyse
dans ce qu'on appelle à mi-bande, qui est le plus souvent quand on va faire une analyse de gain, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire une analyse en courant alternatif et vous allez voir que, comme je l'ai mentionné avant, on a tendance à séparer la polarisation à laquelle opère un amplificateur du gain que cet amplificateur va donner et une analyse dite en courant alternatif, bien, on va généralement remplacer des condensateurs de couplage aux entrées et à la sortie quand on a des couplages capacitifs. Donc, ces condensateurs vont être remplacés par des fils alors que et donc, ça nous permet de faire l'analyse du montage qui va en séparant la polarisation du gain lui-même, donc de la réponse à mi-bande. Donc, pour la mesure de la résistance d'entrée, ça illustre encore une fois le même concept. On met une tension à l'entrée, on met une résistance, on laisse la charge en place. Pour une sortie en courant, on met un court-circuit alternatif. Pour une sortie en tension, on laisse le circuit ouvert, puis on va dans le fond aller mesurer, quand on met un V-in, on va mesurer le I-in, et ça va nous permettre d'estimer la résistance d'entrée. Et pour la mesure de la résistance d'entrée, avec le montage précédent, vous avez Vx In et en utilisant Vx et In, vous pouvez donc, par une manipulation algébrique élémentaire, isoler le fait que Rin, ça va être R1 divisé par le rapport des tensions moins 1. Ce n'est pas démontré dans cette planche-là, mais c'est facile de le démontrer en deux lignes. Donc, pour la mesure de la résistance de sortie, c'est un peu la même chose. Donc, on va mettre une tension en sortie, on va mettre en série une résistance, puis on va regarder quel est le courant I-out en ayant remplacé pour une entrée en courant par un circuit ouvert, une entrée de type tension par un court-circuit alternatif. On va laisser la résistance en place et on ne met pas de source. Et on regarde donc, pour une tension imposée en sortie, le courant qui rentre dans le montage et le quotient de Vx sur Iout, ben, c'est la résistance de sortie de l'amplificateur et ça peut se mesurer directement par Vout sur Vx, donc R2 divisé par Vout moins Vx moins 1. Et encore une fois, ça se démontre directement en remplaçant le circuit par son impédance de sortie. C'est un diviseur résistif. Un cas de figure qui est discuté ici, ce serait un cas que vous allez possiblement, éventuellement rencontrer au laboratoire pour certaines configurations. Donc, il existe des configurations pour lesquelles l'impédance de sortie est relativement faible. Par exemple, si elle est inférieure à 200 ohms. Dans ce cas-là, la méthode précédente peut être problématique. Donc, on vous propose ici une méthode qui permet plus facilement de mesurer la résistance de sortie. Je ne vais pas y aller dans le détail, je vous la laisse en référence. Vous pourrez y revenir en temps opportun, mais en gros, on vous dit donc retirer la résistance de sortie, mesurer expérimentalement la tension, placer cette résistance comme une charge à sortie d'amplificateur, mesurer à nouveau la tension, et cette même expression que l'on a nous permet de venir calculer la résistance de sortie, même si cette résistance est petite. Donc, ça termine ce module. Merci de votre attention.